Hello tout le monde, je suis Woodnel Lucien, votre youtubeur du moment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager les vidéos. Et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Cette semaine, notre sujet se portera sur la zoanthropie ou thérionthropie. Restez branchés jusqu'à la fin pour mieux vous enrichir sur le sujet. Si vous êtes passionné de mythologie ancienne et de croyances populaires ésotériques, vous devez avoir déjà remarqué une flagrante obstination de l'imagination humaine pour un possible mixage anatomique homme en animal. La zoanthropie, c'est la transformation physique complète ou partielle d'un homme en animal aux conceptions d'un être supranaturel ayant des caractéristiques physiques humaines et animales. Du centaure grec, créature mi-homme, mi-cheval, à notre Spider-Man moderne, un homme qui développe certaines capacités propres à l'araignée, les créatures imaginaires zoanthropiques ont imprégné toutes les cultures des plus grandes civilisations de toutes les époques. Si le centaure que nous venons de prendre en exemple et le minotaure, une créature humanoïde à tête de taureau, font partie des créatures les plus connues, les civilisations égyptiennes, indienne, slave et nippone regorgent de dieux et de créatures avec une représentation zoanthropique. Aucune des créatures imaginaires qu'a engendré la pensée humaine ne semble cependant avoir été plus important que le loup-garou ou lycanthrope. Les récits mythologiques, les contes populaires, chants, films et séries télévisées mentionnant le loup-garou se comptent en millions. Le loup-garou que nous connaissons nous vient de la conception occidentale qui, elle-même, s'inspire de la mythologie grecque. C'est un homme qui, soit par un mauvais sort, soit à cause d'un esprit maléfique qui serait entré en possession de son corps, se transforme en loup géant, mangeur d'hommes à la tombée de la nuit, puis reprend sa forme humaine lorsque vient le jour. Ovide, poète latin, nous raconte dans ses Métamorphoses l'histoire de Lycaon, un roi d'Acardie qui, avec la complicité de ses fils, aurait tenté de tromper Zeus en lui faisant manger de la chair humaine. Zeus les démasqua et, pour punir Lycaon, il le transforma en loup et rendit sa faim insatiable. Ovide nous propose ici sa théorie sur le processus de transformation lycanthropique. Vous vous en doutez, il en existe des centaines. La proposition de métamorphose lycanthropique que notre génération a fini par adopter a été celle du réalisateur John Landis dans son film Le Loup-garou de Londres, sorti en 1981. Film qui a peut-être été à l'origine des deux autres œuvres cinématographiques beaucoup plus récentes et bien plus pertinentes, la saga Twilight, qui raconte une histoire d'amour entre un vampire et une humaine dont le cœur est aussi convoité par un lycanthrope. Puis, la série MTV Teen Wolf, une histoire de conflit entre plusieurs meutes lycanthropes. Selon ces trois œuvres, le lycanthrope peut le devenir soit à cause d'une morsure d'un autre lycanthrope, soit de manière héréditaire. Se faisant principalement la nuit, les premières transformations du loup-garou sont plutôt difficiles à maîtriser. Puis, il commence avec le temps à prendre le contrôle jusqu'à pouvoir se transformer quand il le désire. Pendant de nombreuses années durant le 16e et le 17e siècle, dans de nombreuses régions en Occident, on croyait fortement en l'existence réelle des loups-garous, leur permettant à chaque pleine lune de se transformer en loup pour aller terroriser tous les ménages, tuer et manger hommes et bétail. Certaines personnes accusées d'être des loups-garous à ces époques finissaient aussi étonnamment qu'il le paraît à s'avouer coupables et à témoigner sur leurs soi-disant crimes. Comme l'exemple un peu connu de Jean Grognier d'Aquitaine, un ado de 14 ans en 1603 qui finit sur la pression par avouer qu'il était loup-garou et qu'il avait déjà mangé 15 enfants. Malgré l'obsession que nous portons encore aujourd'hui pour les loups-garous et leur histoire, nous pouvons dire que ces derniers sont tombés avec le temps dans la même boîte que les lutins, la licorne, le Père Noël, c'est-à-dire que personne ou presque ne croit en leur existence réelle. Attention, j'ai dit presque personne ou presque. La République d'Haïti et la Louisiane font partie avec Cuba et le Brésil des 4 grandes régions vaudouesques de l'Amérique. Néanmoins, les deux premiers se distinguent des deux autres de par leurs pratiques qui correspondent le mieux au vaudou africain. Le système colonial occidental, les influences judéo-chrétiennes et autres les ont beaucoup moins influencés. C'est pourquoi la Louisiane et la République d'Haïti sont considérés comme les principaux ambassadeurs d'outre-mer du vaudou africain. Le vaudou pratiqué sur le territoire d'Haïti pendant l'époque coloniale par les premiers esclaves venus d'Afrique fut d'abord influencé par le catéchisme exigé par le clergé catholique espagnol, puis par le clergé français. Quelques années après l'indépendance, viennent s'ajouter des influences toujours chrétiennes mais protestantes comme les évangélistes ou les baptistes. C'est pourquoi le vaudou haïtien, quoiqu'il ait pu garder ses couleurs africaines, a fini par développer certaines pratiques qui vont le particulariser. On peut citer comme particularité non africaine pertinente l'intégration de saints catholiques dans le panthéon des lois ou esprits vaudou, la pratique de la bénédiction par un signe de la croix,
l'adoption du culte de la Vierge et bien sûr l'adoption de la croyance en l'existence réelle des loups-garous. Malgré l'émergence des nouvelles technologies, principalement de l'Internet encore de nos jours en Haïti et en Louisiane, en ce moment même où nous tournons cette vidéo, il n'y a qu'une infime partie de la population qui ne partage pas la croyance en l'existence réelle des loups-garous. Cette croyance est si forte que, dans certains endroits de Port-au-Prince, vous seriez considéré comme fou si vous osiez déclarer qu'il n'existait pas. Plus de la moitié des habitants de la République noire peuvent vous affirmer sans trembler qu'ils ont déjà au moins une fois vu ou même parlé à des loups-garous. Les différences entre la conception louisianienne et haïtienne ne sont pas assez pertinentes pour être ici, puisque le vaudou pratiqué au sein de la ville américaine y a été implanté à 90% par des immigrants haïtiens. Donc en Louisiane et en Haïti, selon l'étude la plus répandue, le loup-garou est comme une personne, le plus souvent une femme sorcière assez âgée, grâce à un sortilège est capable de se transformer en une créature à poil dotée de 2 ailes en plumes de volaille qui se déplace de toiture en toiture et se nourrit principalement de sang de nouveau-nés de manière téléopératoire avant de reprendre sa forme humaine avant le jour. Si vous êtes la seule vieille femme d'un quartier où des cas de mort infantile se répètent un peu trop souvent, vous avez intérêt à vite faire vos bagages et à vous enfuir avant de vous faire découper à la machette. Le loup-garou est enfin un concept beaucoup plus élargi. Dans certaines régions de la capitale d'Haïti donc, il est considéré comme une sorcière cannibale, principalement attirée par les enfants. Elle les atteint en leur proposant des friandises ou des jouets empoisonnés, comme le ferait la sorcière dans Hansel et Gretel. Nombreux sont ceux qui confondent le loup-garou haïtien à une autre créature à caractère zoanthropique, le baka. Si le baka peut lui aussi se transformer en animal, plus souvent en taureau, en bouc ou en âne, il peut autant se transformer en objet, tel un pot en plastique, une petite chaise ou juste une pierre. Ces choses deviennent donc amovibles. Le baka ne se promène que la nuit. Celui qui par malheur croise son chemin peut mourir très vite de maladies inconnues de la médecine. Il ne peut être traité que par un prêtre vaudou ou ougan. Les Égyptiens concevaient-ils physiquement leurs dieux comme des êtres zoanthropes? L'égyptologie moderne accepte entièrement la théorie qui propose que les dieux égyptiens étaient considérés comme des créatures lycanthropes par ceux qui les vénéraient. Selon notre point de vue ici sur la chaîne, il faudrait commencer à questionner profondément cette idée déjà trop répandue. Le dieu Horus est très souvent représenté par des scribes de l'Égypte antique comme un homme à tête de faucon. Il est tout à fait compréhensible que les premiers égyptologues à avoir découvert ces dessins laissés sur les murs des pyramides et des temples déduisent sur le coup que les Égyptiens imaginaient un dieu avec une tête de faucon. L'histoire d'Horus, selon ce que nous racontent les scribes, pourrait nous permettre de croire le contraire. Horus fut homme, il fut même en danger de mort lorsqu'il était jeune selon la mythologie égyptienne. Il fut roi d'Égypte et c'est par sa divinisation que tous les pharaons le succédant sont considérés comme des descendants et donc des demi-dieux. Les écrits des scribes à propos du premier des pharaons Horus ne laissent en aucun cas prétendre qu'il le concevait comme un homme à tête de faucon dirigeant un empire avec des sujets à tête humaine. Pourquoi donc cette tête de faucon? L'explication que nous proposons ici est celle du signe distinctif. Croyez-vous sincèrement qu'il serait facile aux égyptologues ou même à quiconque de désigner sans trembler tel ou tel dieu égyptien sur une représentation datant de l'Égypte antique si ces dieux étaient tous représentés avec une tête humaine? Si je vous montre ces deux photos, honnêtement, sur laquelle il vous sera plus facile d'identifier le Captain America? J'espère que vous commencez à comprendre. Étant donné que dans la plupart des récits imagés par les artisans égyptiens, plusieurs dieux figurent sur une même partie de l'image. Il devient important de leur attribuer un signe distinctif pour faciliter la lecture du récit. La tête de faucon d'Osiris ne serait donc pas la représentation authentique du dieu, ce serait plutôt un signe caractérisant les capacités et les rôles de celui-ci au sein du panthéon égyptien. Un signe destiné à le distinguer afin qu'il soit beaucoup mieux discernable que s'il avait un visage humain. Aussi, la tête de chacal ne cherche donc pas à représenter le dieu Anubis physiquement. Ce choix permet plutôt de souligner son rôle mortuaire, étant donné que le chacal est un charognard. Comme pour Horus, le dieu lointain, le dieu qui surveille le monde des hommes d'un vue d'en haut est représenté par le faucon, un oiseau maître du vol à haute altitude. Encore, imaginez un instant qu'un cataclysme fasse disparaître notre civilisation pour laisser réapparaître une autre beaucoup plus avancée que nous dans 2000 ans et que les chercheurs de cette nouvelle ère finissent par mettre la main sur la seule image qui a survécu à notre disparition. Serait-il sur le droit chemin si ces chercheurs déduisaient que parmi les anciens habitants de la Terre, dont nous en ce moment, vivait un homme avec une tête mi-humaine, mi-lionne? Il serait totalement à côté de la plaque puisque sur cette image, Messi, la star parisienne, est représentée avec une tête mi-humaine, mi-lionne. Tout simplement parce que sa puissance et ses capacités athlétiques donnent le sentiment qu'il est fort, redoutable et qu'il est au-dessus des autres, tout comme le lion dans la savane.
Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes toujours convaincu que les Égyptiens se faisaient une image zoanthropique de leur divinité ou non? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris l'essentiel sur le sujet. À bientôt pour une autre vidéo vraiment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne.